Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. On va commencer par l'antiterrorisme et cette grande opération d'envergure menée par l'armée en milieu de semaine. 22 terroristes abattus. Et Hassan Qadi, ça fait des années qu'il n'y a pas eu un bilan aussi important. Oui, enfin, j'ai fait un tweet quand j'ai appris la nouvelle. J'ai fait un tweet un peu méchant. J'ai dit que la dernière fois que l'ANP avait abattu autant de terroristes, elle avait perdu 32 otages en dommages collatéraux. C'était à Tegnitouline, ça se passait au sud, et que cette fois, bon, il y avait un progrès puisqu'il s'agit que de terroristes et qu'il n'y a pas de dommages collatéraux. En fait, on est partagé. On pourrait être soulagé d'apprendre qu'il y a autant de terroristes qui disparaissent, alors que bon, il y a la pression et le risque est toujours là. Et dans le même moment, on se pose des questions sur comment est-il possible que autant de terroristes puissent se regrouper, puisque la doctrine dominante depuis 10 ans lié au terrorisme résiduel, c'est qu'on n'arrive pas à finir avec le terrorisme parce qu'il évolue avec des petits groupes de 3-4 personnes et on peut jamais faire de grandes opérations comme ça. Les médias publics donnent le chiffre de 22 terroristes. Ils nous ennuient avec toute la liste des armes récupérées. Ça va des grenades aux automitrailleuses, mais on ne sait pas à quel groupe appartenaient ces terroristes. Donc c'est là la grande question. À qui appartenaient ces terroristes? À quel groupe? Est-ce que c'est à qui? Je donne un avis très rapide. Hein. Moi, je m'occupais des questions sécuritaires, mais très vite. Moi, je pense que la sortie de Jund el-Khilafa, qui a été responsable de la mort d'Hervé Gourdel en septembre 2014, à mon avis, a fait avorter l'évolution rapide d'une branche Daesh en Algérie, en tous les cas pour la Kabylie, pour le nord de l'Algérie. Il semblerait que ce soit le cas, puisque le chef a été abattu près de son village, aux Isères. Et je vois mal comment cette branche-là peut se reconstituer à tel niveau de densité, 22 éléments au même endroit, sur un délai de temps aussi court. Donc je pencherai plutôt pour une branche de AQMI qui est toujours dirigée par Droudkel, qui est voilà, depuis 2004. Mounir Boudjema, l'opération l'opération ANP, effectivement, pose beaucoup de questions auxquelles, au stade actuel, on peut peut-être que répondre partiellement. La première, effectivement, c'est le nombre. Certains peuvent se réjouir du nombre, c'est toujours un terroriste de moins, donc des menaces de moins, mais effectivement, à 150 km d'Alger, on peut se poser des questions. Qu'est-ce que le contingent de terroristes qui était là-bas peut effectivement créer une réaction inverse au sein de l'opinion publique, où on se demande pourquoi il y a autant de terroristes à quelques encablures d'Alger. Maintenant, les circonstances, on ne sait pas dans quelles conditions ces gens-là, ces terroristes se sont réunis. Est-ce qu'il y a un grand... Activité culturelle en plein air. Est-ce qu'il y avait une réunion de plusieurs factions qui devaient se réunir? Et ça, ils ne le faisaient plus depuis des années pour de risques, effectivement, que des opérations militaires s'opèrent comme ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième et Chloé Rondeleux nous rappelle que c'est 25 terroristes qui ont été tués et non pas 22. Ça a été annoncé par la chaîne 3. Merci Chloé. Le deuxième aspect, c'est le service après-vente. On a parlé c'est-à-dire qu'on n'explique pas tout. C'est-à-dire l'armée soit dit tout ou pas assez. Dans quelles circonstances se sont retrouvés ces terroristes? Comment l'opération a été menée? Moi, ce que je note, c'est qu'on ne sait pas beaucoup de choses, si ce n'est que la première des choses, c'est que il y a eu des têtes qui sont tombées, le successeur de Ghouri, Jund el-Khalifa, il y a des anciens terroristes qui sont recherchés depuis au moins une vingtaine d'années, ce qui suppose c'est des anciens du GIA, du GSPC et de l'AQMI, donc qui sont là et qui ont pu être neutralisés. C'est une bonne chose. Maintenant, il faut expliquer à l'opinion publique dans quelle phase la lutte antiterroriste est rentrée. C'est-à-dire que maintenant, j'ai l'impression qu'on est en train de militariser la lutte antiterroriste, c'est-à-dire dans le sens où on tape un grand coup de pied dans la fourmilière. Or, ça peut paraître spectaculaire et intéressant à première vue, mais en seconde lecture, c'est assez préoccupant. Pourquoi? Parce que le terrorisme n'est pas que dans les maquis. Le terrorisme n'est pas que fil djbel. C'est-à-dire que le terrorisme, quand on parle de ces gens-là, il y a des anciens de la lutte antiterroriste qui disaient quelque chose de simple. S'ils sont, comme a dit Qadi, ils sont 3 ou 4 dans la montagne, ils sont inopérationnels, ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas de provisions.
les qais le goudron et mout, c'est-à-dire celui qui descend en ville, qui touche l'asphalte, il meurt. C'est-à-dire la nuisance est pratiquement égale à 0. Maintenant, on tape un grand coup de pied de fourmilière. Il faut savoir qu'il y a des réseaux de logistique, il y a des réseaux financiers, il y a des réseaux de soutien, il y a des réseaux d'armement, etc., etc. Et ça nécessite des travaux de spécialistes. Ça nécessite un travail de longue haleine. On peut tuer un exécutant, comme ces terroristes, qui eux portent les armes, mais il y a toute la matrice qui peut les supporter derrière. Qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce sont de nouvelles recrues ou est-ce que pour la plupart ce sont des résidus de la guerre civile? Voilà, c'est l'autre question. Est-ce que c'est des recrues de ces derniers mois? Abed Sharif. Sur l'opération elle-même, le premier point, c'est que c'était un gros succès de l'armée. C'est indéniable. 25 terroristes, c'est le bilan annuel pratiquement. Traditionnellement, c'est un bilan annuel. Donc c'est un gros succès. Deuxième élément, d'un point de vue des terroristes, c'est une énorme bourde de rassembler 25 hommes dans une zone relativement délimitée. Comment ils peuvent faire une erreur pareille d'un point de vue strictement militaire? Si on regarde les choses de ce point de vue-là, c'est une énigme. Bon. Maintenant, pour ce qui est de communiquer, l'armée et le DRS qui sont très impliqués dans cette histoire-là, c'est pas des spécialistes de la communication, et puis quand ils vont communiquer, ils vont donner la lecture qu'ils veulent. Mais dans une affaire de ce type, l'information elle-même, ça se suffit à elle-même. L'information, 25 morts, c'est énorme, donc il n'y a presque pas besoin d'en rajouter. Et au contraire, si les médias publics s'emparent de ce succès, ils vont le dévaloriser. Donc, mais les médias publics, on parle même de triomphalisme. C'est une question. Est-ce qu'on ne peut pas s'imaginer que la lutte qu'il y a en ce moment, parce qu'il y a une vraie lutte en ce moment entre l'influence de l'AQMI et l'influence de Daesh en Algérie, que ce soit l'une des raisons pour lesquelles éventuellement ce rassemblement a eu lieu, parce que c'est le moment où on essaie de compter ses forces, de produire du discours. Il y a eu cette scission, apparemment c'est une scission dans l'organisation de Ben Mokhtar, puisqu'il y a un des lieutenants de Ben Mokhtar qui a déclaré, que l'organisation Moula Béton avait rejoint Daesh, et il a fallu que Mokhtar Ben Mokhtar, on ne sait pas si c'est authentique, mais il a fait un démenti. Donc il y a une vraie lutte fractionnelle, au sens politique du terme. Ça peut amener à ce type de prise de risque dont on parle, et non pas de bourde, mais enfin ça devient une bourde effectivement quand l'armée te tombe dessus. Il y a l'autre fait, en fait, qui est le plus important à mon avis, c'est que isoler cette opération du reste, c'est ça qui pose problème. Et en Algérie, on n'arrive pas à gérer la complexité des choses. Là, c'est un gros succès, mais il y a tout le reste. C'est-à-dire, le terrorisme dans son fonctionnement, dans son financement, dans ses connexions à l'international, la manière dont tout ça est imbriqué, ça c'est trop compliqué pour les institutions algériennes qui ne sont pas encore adaptées, contrairement à ce qu'on dit, qui ne sont pas encore adaptées. Et puis, il y a un environnement international qui fait que c'est tellement mouvant qu'on ne sait pas de quoi demain matin sera fait sur ce terrain. Rapidement, Yassine, avant de donner la parole à Saïd. Ajouter un élément de terrain. L'affaire Gourdel n'a pas fini de donner des conséquences. Il y a eu un déploiement après cette affaire-là. Moi, je suis passé par le col Tizinkoulel il y a 10 jours. C'est par le col Tizinkoulel qu'est parti le chemin qui mène vers la forêt de Atwaben où a été enlevé Hervé Gourdel. C'est totalement militarisé. C'est-à-dire aujourd'hui, le col est occupé par une unité de l'ANP. Le chemin qui débute à partir de ce col est bétonné. Et bon, nous les touristes, ça peut nous poser des problèmes. C'est le point de départ pour faire de l'escalade vers l'Ardija. C'est pas grave. Mais les groupes terroristes circulaient avant librement sur ce col. Ils passaient du versant sud vers le versant nord du Djurdjura. Aujourd'hui, on peut imaginer que dans un contexte sécuritaire déployé sur le terrain, cette circulation soit plus difficile. Et que donc on puisse pousser les terroristes à se regrouper sur une zone et à ne pas pouvoir circuler comme avant. Entre les deux faces du Djurdjura. En fait, moi, je ne suis pas un spécialiste de ça, mais la question que je me pose, c'est que quand on n'arrive pas à avoir une idée, ce terrorisme résiduel, il représente quoi encore en Algérie? On a eu à chaque fois des chiffres qui tournaient autour de 400,
et qui est resté aussi autour de 400, et qui a un renouvellement à 400. Un renouvellement, ça se fait où? Parce qu'on est quand même dans un contexte où, théoriquement, on a plus ou moins asséché les espaces de renouvellement. Or, il parvient à se renouveler avec des questions à se poser. D'autant plus qu'on a une perception que la menace est plus, aujourd'hui, vient de l'étranger, c'est-à-dire Libye, etc. Or, on a une sorte de persistance de ce résiduel qui nous pose des questions. Pour parler comme les économistes, dans l'histoire du recrutement, je pense quand même que la balance reste négative. Je pense que le recrutement n'est pas aussi important que les pertes, mais il y a l'importation. Et donc, on ne sait pas aujourd'hui combien d'Algériens sont en Libye, en Syrie, en Irak, etc. Ça, c'est l'exportation. Avec l'importation, ces gens-là qui vont venir, le retour éventuel, est-ce qu'ils peuvent rejoindre? Et est-ce que demain, en cas d'assèchement de la situation en Irak et en Syrie, est-ce que le pays peut redevenir importateur de terroristes aussi? Et parce qu'on est dans un monde où les frontières sont en train de disparaître. Et à mon avis, les djihadistes sont un élément de la mondialisation parce que ce sont des gens pour qui la frontière n'existe plus. Ils sont beaucoup plus avancés que beaucoup de dirigeants politiques. Je veux dire que, si on prend cet exemple de ce qui s'est passé à Bouira et on transpose à ce qui se passe avec Daesh en Irak et en Syrie, je suppose maintenant qu'il y a de nouvelles doctrines qui sont mises en place. On voit un peu la jurisprudence une menace et on se dit militarisons la lutte antiterroriste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire bombardons. Là, 5200 bombardements sur Daesh en Syrie et en Libye. Maintenant, peut-être que cette histoire, ça a été fait par bombardement et non par une opération, j'allais dire, des forces spéciales sur le terrain. Parce que le bilan est assez important. Donc, à partir de là, c'est une approche américaine. C'est une approche d'une école américaine. Quand on a beaucoup de moyens, quand on a des drones, quand on a des bombardiers, on le fait. Maintenant, le terrorisme, c'est autre chose. C'est-à-dire le terrorisme, maintenant, pour reconstituer ces filières, parce que le renseignement est important, ça finit toujours par des attentats dans des villes. Ça suppose des planques, des appartements, des gens qui hébergent, des gens qui donnent de la nourriture, des gens qui financent. À partir de là, ça nécessite un boulot de spécialiste. Ça nécessite un boulot de renseignement. Où se trouvent ces gens-là? Qui les finance? Parce que c'est des réseaux qui se renouvellent. L'exécutant, celui qui porte un flingue à la fin ou une bombe à la fin, n'est que le dernier maillon de la chaîne. Or, il y a une chaîne. Et cette chaîne-là, effectivement, avec le retour de la Libye, qui est le déflagrement de la Libye, le réseau tunisien qui sont de plus en plus puissants, les réseaux terroristes tunisiens de plus en plus puissants, la persistance de la menace sahélienne, on se rend compte qu'il y a une interpénétration régionale qui va jusqu'au Nigeria, qui va en Somalie, qui peut aller en Irak et en Turquie. Donc c'est un éventail qui est extraordinairement puissant, supporté aussi par le fait que le terrorisme peut infiltrer des réseaux de migrants qui partent en France, qui partent en Europe à travers les boat people. C'est très complexe. Voilà, c'est toute cette complexité et c'est, à mon avis, la difficulté de se dire aujourd'hui quel est l'objectif de la lutte antiterroriste. Si on revient aux années 90, au milieu des années 90, l'objectif c'était empêcher les islamistes de prendre le pouvoir. Ensuite, à partir des années 2000, c'est contenir le terrorisme dans des zones qui ne sont pas très influentes. Aujourd'hui, à mon avis, c'est réduire l'impact du terrorisme à un seuil qui soit très bas, de manière à ce qu'on puisse avoir une sorte de vie normale dans le reste du pays, en attendant mieux.